Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end malgré ce confinement. Bon, les jours se ressemblent un petit peu. Comme d'habitude, juste avant de commencer le brief, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Vraiment, n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires, hein. Donc dans ce Discord, premièrement, vous y retrouverez un lexique qui va vraiment vous aider à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs. Donc il y a tous les spread forward, des zones de rechargement, les rallyes contre-tendance, les garages jaunes, etc. Donc vraiment, tout est expliqué, ça vous aidera énormément parce que je vois qu'il y a énormément de nouveaux. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour les 9000 abonnés, ça me fait super plaisir. Donc bon, bah direction 10 000. Pour le coup, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait. Comme ça, vous êtes au courant de tous les briefs qui sortent dans votre fil d'abonnement YouTube. Donc comme ça, voilà, je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi. Si le marché bouge pas tellement, il y aura pas de brief certains jours, mais au minimum un brief le lundi, le mardi et le vendredi. Pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant ce sera comme ça, et si le marché bouge, bon, on reprendra une dynamique sur toute la semaine, hein. Mais voilà, pour ça, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Discord, n'hésitez vraiment pas, le lien est en description et dans les commentaires, et aussi à vous abonner, ça ferait super plaisir. Donc comme d'habitude, on va faire un petit point sur le Bitcoin, hein. Donc on va commencer par le sommaire, donc le Bitcoin en weekly sur les contrats futurs. Donc je vais changer un petit peu la dynamique du brief, c'est-à-dire que au-delà de l'analyse, je vais penser un peu plus. J'ai vraiment essayé de penser plus comme un trader pour le coup dans ce brief là, dans le sens où je vais parler des investisseurs, je vais parler de ceux qui trade des setups de continuation, je vais parler de ceux qui trade des setups de counter trend rally, etc., etc. On va voir vraiment tous les profils, donc vraiment on va parler des investisseurs, etc., comme j'ai dit. Donc voilà, on va voir plusieurs profils et je pense que ça va permettre d'aiguiller plus d'un, voilà, si ça peut en aiguiller plus d'un, tant mieux. Donc voilà, c'est pas des conseils d'investissement encore une fois, mais je vais réfléchir, je vais me demander si j'étais un trader de continuation, etc., qu'est-ce que je ferais. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si j'étais un investisseur, qu'est-ce que je ferais. Si j'étais un trader de 40 Horton Rally, qu'est-ce que je ferais, etc., etc. Donc la dynamique va un petit peu changer, vous allez vite comprendre, hein, quand on va aborder les setups, etc. Donc cependant, Bitcoin en weekly sur les contrats futurs. Ensuite, Bitcoin en daily sur le spot price. Ensuite, les spread forwards, comme d'habitude, risk on, risk off. Comme d'habitude, j'irai parler du S&P et du Nasdaq, très probablement. Parce que Bitcoin est vraiment, à mon sens, est extrêmement corrélé, encore une fois, au S&P. Enfin, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et ensuite, on parlera de la courbe des taux, donc pour parler récession. Comme d'habitude, hein, pour refaire un petit peu la corrélation avec le marché crypto et ce qui se passe dans l'économie actuelle. Et pour terminer, on ira faire un petit peu d'order flow, très certainement sur le Bitcoin en horaire ou en 4 heures. On verra ça un petit peu. On verra ça à la fin du coup. Alors pour le Bitcoin en weekly, on est dans la battle zone, hein. Donc on l'avait bien identifié ça la semaine dernière, entre les 4003 et les 6009 grosso modo sur les contrats futurs. Donc voilà, le taf a l'air de bien avoir été fait. Pour le coup, on respecte bien cette battle zone, hein. Il n'y a pas eu d'extraction pour le moment. Donc voilà, ce qui m'amène à penser que Bitcoin pourrait rester bloqué grosso modo. Voilà, on va arrondir entre 4000 et 7000 dollars si on prend les prix du spot. On ira voir ça après. Mais à mon sens, voilà, Bitcoin est bloqué entre 4000 et 7000. Comme on en parle depuis longtemps, l'open interest a vraiment dégonflé. Je vais vous montrer ça sur Scalpex Index. Scalpex Index. Donc voilà, on a un open interest d'environ 400 millions. Actuellement, on a monté à 450 millions. C'est très faible, hein, c'est très faible. Généralement, le marché ne va pas initier de gros mouvements lorsqu'on a un open interest aussi faible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens à liquider. Le marché il aime bien faire de gros mouvements lorsqu'il y a des gens à liquider. Actuellement, voilà, l'open interest a énormément dégonflé. Il n'y a pas énormément de gens qui sont leveragés. Désolé si je bégaye un petit peu. Qui sont leveragés. Mais les gens commencent justement à se releverager un tout petit peu, mais on en reparlera après. Mais pour l'instant, ça reste assez léger, ça reste assez flat. Donc, ce qui m'invite à penser qu'on va rester bloqué dans ces zones. Pourquoi pas faire des petites chasses au stop de temps en temps. Pourquoi pas essayer d'aller basculer sous le plus bas ici. On en reparlera encore une fois après, selon les différents setups qu'on peut attendre du Bitcoin. Mais voilà, pour l'instant, je vois vraiment le marché rester dans un range, hein, comme on l'a fait ici en fin 2018. Voilà, une grosse compression. Ensuite, on verra la résolution. Ici, c'était une grosse compression, résolution baissière. Donc, ce qu'on attend, c'est un open interest qui augmente de l'intérêt pour le Bitcoin, des gens qui se releveragent. Donc, à mon sens, c'est ce qu'on attend. Cependant, avec le contexte économique actuel, on en reparlera du coup avec le S&P, potentiellement, on pourrait initier des gros mouvements si le contexte économique le permet. Donc voilà, on verra ça si le Bitcoin se corrèle au S&P, et quand j'irai faire l'analyse du S&P, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais ça devrait engager de grosses ventes au niveau du spot ou de gros achats au niveau du spot.
En tout cas, actuellement, au niveau des marchés leveragés, hein, donc sur BitMEX, généralement, le Bitcoin initie de gros mouvements grâce à de gros squeezes sur BitMEX, hein, donc des gens qui se font liquider à cause de leur position leveragée, comme on l'a eu tout simplement sur ce gros mouvement ici, où il y a eu plus de 600 millions de liquidations, si je dis pas de conneries, de mémoire. Ouh là là là, non, je voulais pas faire ça. Je peux pas back en arrière, voilà, je peux back. Donc 800 millions de liquidations, c'était un record. Donc voilà, des gens qui étaient énormément leveragés ici. Donc voilà, on a liquidé tout ce monde. Et c'est ce qui a fait ce gros squeeze ici, ce gros mouvement baissier. Beaucoup de gens qui se font liquider. Bah, le Bitcoin, il aime bien faire ça. Sauf qu'actuellement, comme je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont leveragés. Hein. Si on regarde bien, voilà, on est à 460 millions, c'est pas énorme. Ici, si je retourne sur Scalpex Index, vous allez voir que quand on était au sommet ici, on était à 1 milliard 100 millions. D'ailleurs, c'était le plus haut atteint sur l'open interest. Donc, s'il y avait énormément de gens leveragés. Ok. Et le marché aime bien faire de gros mouvements lorsque les gens sont pas mal leveragés. Donc, ce qui m'invite à penser que tant que les gens ne remettent pas beaucoup de levier, tant que sur BitMEX l'open interest ne augmente pas, on n'aura pas de gros mouvements brusques, je pense, ou de grosses décisions claires, de gros mouvements de marché qui sont clairs. Voilà, j'espère que je suis clair, en tout cas, comme on peut l'avoir ici, des rallyes contre-tendance qui se mettent en place parce que justement l'open interest est plus chargé et que ça ramène de l'argent au market maker d'initier des mouvements. Surtout que là, voilà, sur le bas de ce range, on est proche des 3000$. Pour aller casser des 3000$, à mon sens, il faut que le train soit chargé. Surtout que c'est un gros level qui est très 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 important. Initier un break des 3000$ maintenant avec un open interest aussi peu chargé, ça me paraît tellement pas intéressant pour les market makers que ça me paraît très peu probable actuellement. Je dis pas qu'on n'ira pas sous 3000, hein. Je dis qu'actuellement, si on regarde les positions leveragées, on n'a pas assez pour initier un aussi gros mouvement qui permettra d'aller casser les 3000. Voilà, donc ce qui m'invite à penser qu'on restera dans un range. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit en début de brief, la dynamique va changer, c'est-à-dire que maintenant je vais penser comme un investisseur. Donc, en tant qu'investisseur, est-ce que j'ai une localisation qui est intéressante? Oui, j'ai une localisation qui est intéressante, c'est la zone de rechargement. Donc voilà, la zone que vous voyez ici, entre les 7003 et les 5500, ok? Donc c'est une zone qui est intéressante pour de l'investissement. Cependant, qu'est-ce que moi j'aime bien faire en tant qu'investisseur? J'aime avoir le courant avec moi. C'est-à-dire que si je veux être investisseur, donc je veux acheter un marché, je veux avoir le courant qui est en mon sens, donc une dynamique qui est haussière. Qu'est-ce qui me montre qu'un marché reprend une dynamique haussière? Comme vous me connaissez, c'est un beau W weekly. Comme on l'a dessiné ici, une zone qui est chiante où l'open interest est bas, on attend que l'open interest augmente, et quand l'open interest augmente, hein, donc on a un regain d'intérêt au niveau des leviers, au niveau du marché, et le marché prend une direction. S'il y a plus de vendeurs, on squeeze à la hausse. S'il y a plus d'acheteurs, on squeeze à la baisse, tout simplement. Donc ici, c'était majoritairement des vendeurs. Hein. Donc on a eu le squeeze, donc ce qui nous a dessiné un beau W weekly ici. Donc ça, c'est une structure, c'est un signal d'investissement, d'un signal d'achat, pardon, pour les investisseurs. Donc moi, si j'étais investisseur dans le Bitcoin, actuellement, c'est ce que j'attendrais. J'aimerais bien voir un beau W weekly se dessiner pour me dire, ça y est, la dynamique redevient haussière. Qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit un marché qui nous fait des M dans des M. Ça, c'est un marché avec une dynamique baissière. Donc moi, personnellement, je ne peux pas investir dans un marché dans lequel on a une dynamique baissière. Je suis contre-courant. Donc je n'aime pas ça. Ensuite, donc ça c'est dans mon cas personnel. Ensuite, il y a une deuxième stratégie, celle qui est, on appelle ça le DCA, le Dollar Cost Averaging. Donc c'est le fait d'acheter une petite somme. Donc par exemple, comme j'expliquais dans le Discord, par exemple, vous vous laissez 10 semaines pour investir dans le Bitcoin. Vous vous dites, ok, toutes les semaines, je mets 10% de mon investissement initial dans le Bitcoin. Donc voilà, donc votre investissement s'établit sur 10 semaines. Donc si vous commencez aujourd'hui, vous avez compris que vous finirez environ dans 2 mois et demi. Donc vous dites ok, toutes les semaines, je mets 10%. Par exemple, si vous voulez investir, je sais pas moi, je veux dire 10 000 euros, vous mettez 1 000 euros toutes les semaines. Et donc ça vous fera une moyenne de prix. Donc si le Bitcoin monte, la moyenne augmentera. Si le Bitcoin descend, la moyenne descendra tout simplement. Et au bout de 10 semaines, vous aurez votre moyenne. Et ensuite, votre investissement, vous n'y touchez plus. Quand vous investissez, vous êtes prêt à ce que ça puisse aller à zéro. D'ailleurs, demain, on parlera de risk-reward et de risk management tout simplement. Donc de stratégies qui sont exclusivement basées sur le risk management, dont le risk reward, et vous allez voir qu'il y a plus intéressant que le Bitcoin au niveau du risk reward, mais ça on reparlera de ça demain. Donc tout ça pour vous dire que quand vous faites un investissement, vous êtes prêt à ce que l'asset puisse aller à zéro. Donc le dollar cost averaging, comme j'ai dit, c'est vous fixer une somme ou des prix, ça dépend. Donc vous dites ok, si le Bitcoin revient à 5000, j'achète un petit peu, s'il revient à 4000, j'achète, s'il casse les 5000, je rachète, etc., etc. Donc il y a plusieurs façons, mais en tout cas c'est de lisser votre achat. Personnellement, je ne suis pas fan de cette stratégie, je ne l'emploie pas du tout, à part pour mes stratégies SHAD, et encore j'ai besoin de raisons techniques. Donc comme vous me connaissez, par exemple ça m'arrive d'acheter un W weekly, donc d'acheter la neckline, ensuite je peux tracer ma zone de rechargement, donc depuis le bottom jusqu'au top, et
je peux racheter ces zones de rechargement. Donc voilà, par exemple, je mets 30% ici, je remets 30% ici, et je peux remettre le reste, je sais pas, ça dépend. Donc voilà, admettons par exemple, on va faire plus simple, je mets 50% ici, là, lorsqu'on casse la neckline, donc quand j'ai mon wake off check comme ceci, et je peux remettre 50% dans la zone de rechargement. C'est comme ça que je peux faire du dollar cost averaging sur mes stratégies chat. Mais encore une fois, j'ai besoin de raisons techniques. Mais pour ceux qui n'y connaissent rien en technique, il y a cette stratégie qui est faite pour vous, c'est-à-dire que c'est basé uniquement sur le risk management, c'est-à-dire que vous êtes prêt à ce que ça puisse aller à zéro et vous calculez le risk reward. C'est-à-dire que admettons, voilà, vous estimez que Bitcoin peut coûter 50 000 $ dans 10 ans, dans 5 ans, on n'en sait rien, dans 1 an, 2 ans, qui sait. Vous dites, ok, moi je vais acheter du Bitcoin et je revends pas tant que Bitcoin ne va pas à 50 000. Donc hop, vous mettez comme ceci, vous calculez votre risque reward. C'est-à-dire que si vous avez un prix d'achat moyen à 5 000 $, eh ben vous êtes prêt à ce que ça puisse aller à 0, ok? Donc votre risque se met à 0 simplement, donc là je peux pas, je vais mettre à 30, mais je vais essayer de changer un petit peu, de mettre à 0, pour que ce soit plus précis, donc voilà, je vais mettre à 5, voilà, à 10, et vous dites, ok, moi je revends mes bitcoins quand Bitcoin va à 50 000 $. Donc hop, vous allez vous monter jusqu'à 50 000 et ça vous donne grosso modo un risk reward de 8,9 pour 1. Donc vous êtes prêt à risquer 1 pour gagner 8,9. Ok. Donc est-ce que pour vous c'est un risk reward intéressant? Donc ça c'est une question que vous devez vous poser. Donc si c'est un risk reward qui ne vous intéresse pas, comme on le verra demain sur les altcoins par exemple, il y a des risques rewards qui sont beaucoup plus intéressants. Mais encore une fois, ça dépend de vous. Au sein du marché crypto, on estime que Bitcoin est le king et que Bitcoin est le moins risqué dans ce secteur des crypto-monnaies. Donc ça dépend encore une fois. Est-ce que vous voulez aller sur des altcoins qui sont plus risqués mais qui offrent un meilleur risque reward, etc. Ça c'est des questions que vous devez vous poser en tant qu'investisseur. Mais bon, nous on va se focus sur le Bitcoin, on reviendra sur ça très probablement demain. Mais voilà, en tout cas, si j'étais investisseur, vous me connaissez, moi je voudrais voir un beau W-Weekly se dessiner, là j'aurais un signal d'investissement avec le wake off check idéalement. En tout cas dans mon sens avec le wake off check, hein, donc j'achèterai mon investissement au niveau du wake off check tout simplement. Donc j'effectuerai mon investissement au niveau du wake off check. Et actuellement, tant qu'il n'y a pas de W, la dynamique est baissière. Jusqu'à preuve du contraire, sur du moyen terme, la dynamique est baissière. Un marché qui nous fait des M dans des M, c'est un marché baissier. Donc personnellement, je ne peux pas investir comme je l'ai dit si je suis à contre-courant du marché. Ici, c'est un marché baissier à moyen terme à mon sens. Donc voilà, pour inverser cette dynamique, W-Weekly. Donc ça serait dans mon cas. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire du dollar cost averaging, etc., etc. Donc juste acheter un prix, lisser votre prix. Personnellement, je suis pas fan, mais encore une fois, mon avis, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous faites et ce que vous allez faire. Donc voilà. Ça c'était pour la partie investissement. Maintenant on va plus rentrer dans la partie technique. Donc au niveau de la partie technique, rappelez-vous ces gammes dans le volume profile, je vous en parlais depuis très longtemps. Le marché aime bien revenir dans les zones dans lesquelles il y a eu très peu de business. Le marché aime bien revenir dans les zones dans lesquelles il y a eu très peu de business et il vient combler ce manque de business. Chose qu'on est en train de faire ici actuellement. Vous voyez cette grosse zone aux alentours des 6002 et 4000 $, on est en train de la combler. Donc on est en train de venir combler le business dans ces zones. Vous voyez ces gros creux dans le volume profile qui nous montraient qu'on avait besoin de faire du business ici, hein, donc de l'échange. Donc voilà. Donc si on prend le Bitcoin maintenant, sur les contrats futurs, depuis le bottom des 3000, on voit que le point de contrôle, donc là, le point de contrôle il est ici. Mais une des zones où il y a eu pas mal d'échanges, c'est les 5002, donc le prix défend les 5002, et une autre zone où il y a eu pas mal d'échanges, c'est les 3800, donc ça c'est intéressant à noter. Ça peut être des raisons de localisation pour vos dollars cost averaging, par exemple, vous dites, ok, ici il y a eu énormément de business, il y a énormément de gens, de big boys qui défendent ce prix, je suis prêt à acheter ce prix. Ok, donc voilà, ça peut faire partie de votre stratégie de DCA, Dollar Cost Averaging, ok. Vous dites, ok, moi j'aime bien acheter des points de contrôle, ou en tout cas, il n'y a qu'un point de contrôle, mais les zones dans lesquelles il y a eu énormément de business parce que j'estime que le marché va défendre cette zone. Donc par exemple, ici, ça peut être les 5200 $ sur les contrats futurs, sur le spot, ça doit être la même chose, et ici, les 3008, ok. Donc voilà, ça peut faire partie d'une raison de localisation pour vos Dollar Cost Averaging, encore une fois. Cependant, ici on estime qu'il y a eu énormément de business, donc il y a énormément de gens qui défendent ce prix. Donc ce prix sera défendu très probablement si on y revient. Je ne serais pas étonné de voir le Bitcoin faire une chasse au stop et chercher le point de contrôle. En tout cas cette grosse zone ici qui n'est pas le point de contrôle, mais sur le spot price c'est le point de contrôle. C'est pour ça que je me mélange un petit peu, mais ici c'est pas le point de contrôle. Mais bref, on s'en fiche un petit peu. Une grosse zone où du business a été effectué. Donc ce qu'on aimerait bien voir, c'est que cette zone soit défendue. Hein, donc tous les gens qui ont accumulé ici, défendent ce prix et que ça puisse nous permettre de structurer un beau W-Weekly pour retrouver une dynamique haussière et pouvoir
retourner voir le haut de ce range. Parce que rappelez-vous, nous à long terme, on estime que le Bitcoin, depuis qu'il a cassé son premier arrêt, ici on est dans un ranging market. Donc le but c'est d'acheter le bas du range et de revendre le haut du range. Donc si on vend WUCLIS dessiné ici, on pourrait se dire ok, le Bitcoin il peut revenir chercher le haut du range et combler ce gap ici. Rappelez-vous, on a toujours un gap actif aux alentours des 11 900, 12 000 $. Donc voilà. Maintenant on va parler un petit peu du volume profile et des règles de 80%. De 80%, donc ici qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chercher la value basse, hein, donc je vais prendre comme ceci, ce sera mieux. Donc on est venu chercher la value basse ici, et la règle des 80% nous indique que si le cours réintègre la value avec 2 candles consécutives, il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value haute. Donc est-ce que ça vous paraît insensé dans un range d'aller revoir la partie haute de ce range? Bah non. Et en plus, notre volume profile pourrait nous indiquer que si on arrive à recapturer la value avec 2 candles consécutives et qu'on arrive à rester dans cette value, on pourrait aller revisiter la value haute. Donc si on a un WUCLI qui se met en place par exemple, on pourrait se dire ok, le marché est peut-être prêt à aller rechercher la value haute qui ici target environ voilà, du 10 500 $. Donc revenir chercher le haut du range dans lequel se trouve notre gap. Donc voilà, ça serait pas insensé si on structure un WUCLI, comme je vous dis, de donner vie à cette règle des 80% ensuite pour aller revoir le haut de ce range, tout simplement. Donc ça c'est juste la règle des 80%, donc ça peut servir de raison de localisation aussi, tout simplement. Donc voilà, si vous avez des setups développés autour de ça, je sais qu'il y a des membres du Discord qui en parlaient, personnellement moi aussi de mon côté j'ai essayé de faire quelque chose, l'idée je l'ai un petit peu mis en stand-by pour le coup, mais voilà, j'hésiterai pas par la suite d'essayer de développer des setups à ce niveau, au niveau des règles des 80%. Ça demande du temps et j'ai besoin de backtester, et en ce moment ce temps je l'ai pas malheureusement, donc quand j'aurai le temps j'essaierai de le faire. Mais voilà, en tout cas techniquement ici pour nous Battle Zone, et tant que le marché casse pas une des deux bornes, bah, je pense qu'on va s'emmerder dans cette zone, hein, tout simplement. Au niveau de l'OBV etc, bon je vais pas trop parler de ça au niveau des contrats futurs, ça me paraît pas tellement pertinent pour le coup. Voilà, on parlera plus de ça sur le spot qui me paraît plus pertinent. Donc au niveau de William, il n'y a rien d'intéressant à dire au niveau de William, hein. William n'est pas stupidement survendu, n'est pas stupidement suracheté, donc voilà, on est au milieu de nulle part au niveau de William, donc on s'en fiche un petit peu. Au niveau du momentum maintenant, actuellement, si on clôture cette semaine dans l'état, au niveau du momentum, pour moi cette divergence sera avalée ici, et pour les traders qui veulent des divergences, pour les investisseurs pardon, qui veulent des divergences, et ben actuellement, enfin des confirmations momentum dans leur stratégie d'investissement, bah actuellement il n'y en a pas. Si on clôture comme ceci, pour moi on avalera cette divergence et il faudra en attendre une nouvelle. Donc un beau WUCLI comme ça sur MACD, hein, donc un beau W qui se dessine, et donc au final que le cours aille nous chercher un plus bas et nous structure le W comme ceci. Là on aura une divergence, on se dira ok, si vous cherchez des divergences, donc des confirmations momentum par divergence sur MACD ou sur le RSI par exemple, ben vous avez besoin de ça, ok? Donc pour l'instant c'est pas le cas et on verra comment on clôture la semaine. On voit que la semaine dernière, la divergence n'a pas été avalée. Si on clôture comme ça cette semaine, pour moi ce sera le cas. Donc voilà, encore une fois, ça c'est des exigences personnelles, ça dépend de vous. Pour ceux qui utilisent le RSI, rappelez-vous, ce qu'on aime bien voir d'un un break de trendline, c'est un W, chose qu'on a vu ici. Le marché nous a fait un rallye contre tendance, hein, donc les bulls nous montraient qu'ils étaient prêts à récupérer le momentum, ou tout est subjectif, les bears étaient prêts à céder le momentum, hein, tout est subjectif, à respirer un petit peu. Donc les bears ont respiré un petit peu, ont laissé les bulls respirer du moins, et ensuite on a été rechercher un nouveau plus bas. Donc ici par exemple, ce que vous voudriez voir pour une confirmation momentum, par exemple, ça peut être un W se dessiner sur le RSI, se dire ok, les bulls tentent de récupérer le momentum. Donc voilà, ça pourrait être une confirmation momentum, ça dépend que de vous. Donc en tout cas, ce qui serait encourageant, c'est si sur le RSI on va pas chercher de plus bas, qu'on arrive à instaurer un bon petit W, on pourrait se dire ok, les bulls récupèrent le contrôle du momentum et on pourrait avoir un rallye contre tendance, voire pourquoi pas revenir revisiter le haut de ce range si ça nous structure aussi ici un WUCLI. Donc ça, ce sera à surveiller. Si on va chercher un nouveau plus bas, bah ça sera mauvais signe, hein. Sur le RSI, tout simplement, ça montrera que la dynamique est toujours baissière et que les bears ne sont pas prêts à céder le momentum, que les bears contrôlent toujours le momentum en weekly. Et dans ce cas-là, on ira très probablement chercher un nouveau plus bas, donc ce qui montrera aussi que dans la structure de prix, les bears contrôlent toujours la dynamique, tout simplement. Donc voilà, donc actuellement, en tout cas dans mon cas, en tant qu'investisseur, je n'ai rien à faire sur le Bitcoin pour le moment, donc ça c'est dans mon cas personnel. Personnellement sur le Bitcoin, je n'ai pas d'investissement à faire pour le moment, voilà. Donc je pense que pour la partie Bitcoin en weekly c'est fini, donc là on va aller tranquillement sur le Bitcoin, sur le spot price, sur Bitstamp. Voilà, une partie assez longue quand même en weekly, mais bon, je trouvais ça important de le faire. Donc au niveau du Bitcoin en daily, et même en weekly, on va passer en weekly très rapidement, et ben on voit que
on est venu rechercher le premier arrêt ici et qu'on ne le cède pas pour le moment. Et ça, j'en reparlerai après sur le S&P. Vous allez voir que le S&P a fait sensiblement la même chose. Et ici, ça nous indique que ce mouvement est toujours un mouvement tendanciel baissier et que l'objectif des bears, c'est d'aller casser ce plus bas aux alentours des 3008. Donc ce qu'on aimerait bien pour les bulls, c'est de casser ce premier arrêt pour espérer retrouver une zone de rechargement de short ici. Donc tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, le scénario privilégié c'est un dead cat bounce, donc un rebond du chat mort qui ira probablement chercher un plus bas ensuite. Donc il est impératif pour les bulls de casser ce premier arrêt. Tant que les bulls ne cassent pas ce premier arrêt, on estime que ce mouvement tendanciel est un mouvement toujours baissier. Et l'objectif des bears, c'est d'aller casser ce plus bas qui a été connu actuellement sur cette vague aux alentours des 3800 $. Donc ça voilà, c'était plus pour la partie weekly. Au niveau de la partie daily, nous on avait identifié notre petite battle zone ici, donc entre les 5600 et les 7100 $. On voit que le marché la respecte bien. Pour l'instant on est bloqué dans cette battle zone, donc tant qu'on ne s'extire pas de cette battle zone, il n'y a pas de mouvement qui va être pris, ok ? Donc voilà, on pourrait osciller encore dans cette zone. Donc si on casse ici les 5600 $, on pourrait espérer voir un retour en zone de rechargement tout simplement. Donc là pour les investisseurs, ça peut être intéressant encore une fois de faire du dollar cost averaging dans cette zone de rechargement qui est dans une zone de rechargement, donc entre les 5100 $ et les 4500 $. Donc voilà, à mon sens ce sont des stratégies intéressantes, c'est des achats de dollar cost averaging qui sont à mon sens intelligents à faire. Tout simplement, donc voilà, on pourrait se dire que ok, si ici le premier arrêt cède, on se dirige dans la zone de rechargement et ce qu'on voudrait trouver pour les bulls, c'est un creux ascendant. C'est un creux ascendant, c'est-à-dire on trouve un nouveau bottom dans la zone de rechargement pour dessiner le W weekly ensuite, ok. Donc ici on voudrait vraiment trouver des acheteurs qui se manifestent et qui nous dessinent un beau petit W ici en daily, pourquoi pas, et ensuite nous faire un W en weekly. En tout cas cette zone de rechargement, si on y retourne, on aimerait bien voir ce qui se passe. Surtout que comme je vous avais dit vendredi, au niveau de l'order flow, pour moi ici il y a vraiment, si j'arrive à récupérer la zone, ok, donc si j'arrive à récupérer la zone ici, pour moi ici il y a majoritairement des big boys qui se sont positionnés, vraiment, ici il y a vraiment eu beaucoup d'échanges, je crois que c'était en daily, faut que je vous montre ça en daily si je dis pas de conneries, donc ça va charger, ça va être assez long, non ça a été assez rapide pour le coup, donc je vais aller en daily. Donc ici en gros c'est le volume profile selon les candles. Et quand on voyait du bleu, c'est que c'est de l'achat, donc un delta positif. Quand on voyait du rouge, c'est que c'est un delta négatif, donc majoritairement du short. Donc ici, on voit qu'il y a eu de gros échanges. Il y a eu un volume sur BitMEX de 8,46 milliards sur cette candle, donc ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme, et ici 2,28 milliards. Donc si on a un delta qui est énormément positif, donc il y a eu énormément de longues contrairement au short, et on est resté dans ces zones très peu de temps. Ce qui m'invite à penser que ici nos big boys sont clairement positionnés majoritairement entre les 4004 et les 4700. On peut voir que quand on est revenu dans cette zone, pareil, du delta énormément positif. Ici, donc voilà, entre les 4004 et 4007, le prix a été défendu, hop, on est reparti à la hausse directe. Donc ce qui m'invite à penser que nos big boys sont majoritairement positionnés ici, entre les 4007 et les 4005. Donc ce serait intéressant de voir si on revient sur ce prix, qu'est-ce que le marché va faire. À mon sens, si le marché bust cette zone, si on cède cette zone, on ira remanger ces mèches. Tout simplement, rappelez-vous, les mèches aiment bien être mangées. Donc on reviendra manger ces mèches tout simplement. Et on verra ensuite ce qui se passe. C'est-à-dire que si ici il y a beaucoup de gens qui sont coincés, donc si nos big boys décident de céder cette zone d'accumulation, en tout cas ce gros prix dans lequel ils sont rentrés, à mon sens, ce qui serait le plus probable, c'est d'aller chercher un nouveau plus bas. Est-ce que ça sera suffisant pour initier un break qui permettra d'aller casser les 3000 ? Comme je vous ai dit, au niveau de l'open interest, si l'open interest est aussi flat, non. Donc, on va en venir aux traders de counter trend rally. Donc vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Donc au niveau des traders de counter trend rally, qu'est-ce qui nous manque ? Enfin, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut la localisation. La localisation, on pourrait la voir si le marché va chercher un nouveau plus bas. Donc nous, ce qu'on aimerait bien voir, c'est un marché qui va chercher un nouveau plus bas comme ceci. Donc idéalement pas sous les 3000 $, donc voilà. Légèrement en dessous des 3008 ici, donc petite chasse au stop. Et ce qu'on aimerait bien voir, c'est un nouveau plus bas avec une divergence qui se dessine comme ceci. Et ensuite un W qui se met en place. Donc là, on aurait les trois raisons. La localisation. Deuxièmement, la confirmation momentum qui serait la divergence. Ici, on va faire un plus bas sur le court, pas sur le momentum. Donc, vous voyez ici un momentum qui diverge. Donc, ça serait notre confirmation momentum. Et ensuite, la structure. La structure, on voudrait voir un beau W daily. Et là, on aura un setup pour les traders de counter trend rally. Donc, les traders qui aiment bien trader les mouvements contre tendance. Et donc, tout simplement, on pourrait se dire, ok,
Par exemple, si le marché nous fait quelque chose comme ceci, eh ben, la position se prend comme ceci, c'est-à-dire qu'on achète la neckline, on met le stop sous le creux initial de la structure, et on vise, nous, un retracement de moitié, donc idéalement comme ceci. Et ensuite, on regarde si le risque nous convient, donc comme ceci. C'est-à-dire que, admettons, le Bitcoin va ici, nous fait la structure, etc. Ce qu'on aimerait bien voir, nous, c'est minimum 2 de risk-reward, avec un retracement de moitié. Donc ici, ça pourrait être le cas. Donc ça serait pour les traders de rallye contre tendance. Donc rappelez-vous, localisation, confirmation momentum et structure. Ok. Ça pourrait aussi servir pour les investisseurs, encore une fois, qui font du DCA, donc du dollar cost averaging. Donc encadrer votre entrée avec un beau petit W daily, par exemple. Donc voilà. Donc ça serait pour les traders de rallye contre tendance. Voilà. On parlera aussi des traders de rallye contre tendance en 4 heures, on ira voir ça après, mais en tout cas ça c'était pour le daily. Donc par exemple, ce qu'on aimerait voir, nous les traders de rallye contre tendance, c'est que le Bitcoin il nous fait une petite chasse au stop ici, qui nous dessine un petit W, qu'on ait notre divergence grâce à ça, à notre structure ensuite. Donc voilà, qui nous montre que ce mouvement s'essouffle, hein. Donc rappelez-vous, quand vous avez un cours qui va chercher un nouveau plus bas mais pas le momentum, ça vous indique que ce mouvement n'est pas aussi puissant qu'il le paraît, que ce mouvement s'affaiblit, et c'est ce qu'on veut voir. On veut voir un momentum qui s'affaiblit, des bears qui s'affaiblissent, et ensuite des bulls qui récupèrent la dynamique grâce au W. Donc voilà. D'ailleurs, parlons-en, en daily, on dirait que cette dynamique, quand même, commence à être haussière. Donc je parle pas de nouveau bull market direction 15 000, etc. Je parle juste d'une dynamique haussière qui permettrait d'effectuer un rallye contre tendance. Donc pourquoi pas de revenir visiter cette zone de rechargement, voire faire le wake-off check. Ici, aux alentours des 9500 $. Pour l'instant, à mon sens, c'est trop tôt, parce que l'open interest est trop flat, mais c'est un scénario qui n'est pas du tout à exclure, de faire un petit rallye contre tendance, de revenir chercher la zone de rechargement, de short, etc. Donc ça aussi, c'est un scénario qu'on pourrait envisager, surtout si on résout notre battle zone ici à la hausse. Donc voilà, si on résout à la baisse, à mon sens, la prochaine zone intéressante, c'est la zone de rechargement entre les 5100 $ et les 4500 $. Hein. Donc ici, zone de rechargement qu'on peut noter, mais que je vais supprimer très vite parce que elle est indiquée en 4 heures tout simplement. Mais ici, voilà, notre zone de rechargement, donc à surveiller. Si on revient dans ces zones de prix, qu'est-ce que va faire le marché tout simplement? On voit qu'il y a aussi nos corps de chandelle ici tout simplement, donc on aime bien aussi revenir, en tout cas c'est des raisons de localisation très pertinentes, très intéressantes. Les corps de chandelle, donc 4008 ici et 5000. Donc ça nous indique tout simplement que ici, il y a des big boys qui sont motivés pour que le prix n'aille pas plus bas. Ici, vous voyez, tout ce qui revient ici, c'est racheté avec des grosses mèches et on clôture tout le temps ici. Donc, aux alentours des 5000 $, il y a vraiment des big boys qui sont motivés pour acheter ici. Donc, voilà. Donc, ça aussi, encore une fois, ça pourrait être des raisons de localisation intéressantes pour du DCA. Donc, au niveau du Bitcoin, en daily, je vois pas grand chose d'autre à dire pour le coup. Je vois pas grand chose d'autre à dire. On va parler un petit peu du volume. Donc, les volumes sont décroissants. Donc, ici, on aimerait bien, si on a un réel mouvement acheteur, rappelez-vous, on veut voir un volume croissant dans un mouvement haussier. Pour l'instant, c'est pas le cas, un volume acheteur croissant. Et pareil, dans un mouvement baissier, on veut voir un volume croissant en bear. Donc ici, on avait un volume croissant vendeur, mais ce volume croissant vendeur n'est plus d'actualité. Donc on peut voir qu'on a un mouvement acheteur et vendeur qui est décroissant, donc un volume global qui est décroissant, donc qui traduit tout simplement un range ici, donc une zone de compression. On attendra la résolution, on attendra un réveil soit du volume acheteur, soit un réveil du volume vendeur, qui donnera très certainement la direction. Donc pour l'instant, on peut voir que le volume est décroissant, donc il y a aussi un désintérêt au niveau du Bitcoin à ce niveau-là. Donc William, rappelez-vous, avait quitté sa zone de stupidité survendue, donc ce qui nous invite à penser que les bears, en tout cas, non, les bulls peuvent respirer, ou les bears peuvent lever les pieds un petit peu, tout simplement. Donc voilà, là, on a quitté cette zone de stupidité survendue, donc très intéressant pour les bulls qui peuvent respirer et qui ont respiré. On est bien revenu chercher le premier arrêt, donc maintenant c'est soit on est dans le cadre d'un dead cat bounce, donc ici c'est juste un rebond et on va plus bas, ou alors soit ici on est en train d'essayer de structurer un second creux plus haut, de structurer un beau W weekly, et on pourrait se dire ok, on est prêt à potentiellement aller rechercher le haut du range, donc revoir du 11 000 $ par exemple. Mais pour l'instant ça c'est trop tôt encore pour en parler. Au niveau du momentum, comme je vous ai expliqué, ici le momentum pour moi ne m'indique pas que les bulls reprennent le contrôle du momentum. Au minimum, ce qu'on aimerait bien voir, c'est un petit W se dessiner, et encore mieux une divergence, comme je vous ai expliqué, le cours qui va faire un plus bas, mais pas le momentum, la petite divergence qui se dessine, et là ok, on aura la confirmation momentum. Le momentum qui nous montre que ce mouvement n'est plus aussi fort qu'il le paraît, que ce mouvement s'affaiblit, et ensuite le beau W qui nous montre que la dynamique s'inverse. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ça, c'était pour les traders de counter-trend rally. Et au niveau du RSI, rappelez-vous, pour ceux qui utilisent le RSI, personnellement je ne l'utilise pas, mais je vous fais l'analyse dans les briefs, hein. Je trouve que c'est pédagogique et que c'est très intéressant.
Donc au niveau du RSI, rappelez-vous, un break de trendline c'est pas suffisant, donc ce qu'on aimerait bien voir maintenant pour lui dire ok momentum redevient bull, c'est un W de l'autre côté avec une succession de W de l'autre côté de la trendline sur le momentum. Là on se dira ok les bulls reprennent le contrôle du momentum. Donc par exemple ça pourrait alimenter le fait qu'on puisse aller dans notre zone de rechargement ici, tout simplement, et de se dire ok peut-être sur le RSI qu'on va essayer de structurer le W ensuite qui nous montrera que ça y est les bulls récupèrent le momentum, le momentum sur le RSI, ou tout est subjectif, encore une fois, que les bears sont prêts à laisser le momentum, sont prêts à respirer un petit peu, ça dépend du point de vue que vous avez, encore une fois. Voilà, il n'y a pas un point de vue qui est mauvais. Ok, rappelez-vous au niveau des 3400$, il y a toujours ce wake-off check qui n'a toujours pas été effectué, hein. Donc le marché pourrait y revenir. Vous voyez ici cette structure en W, ici en W daily, mais on n'est jamais revenu taguer la neckline de la structure, hein, donc faire le wake-off check, donc on pourrait y aller, donc pourquoi pas, ça pourrait alimenter le scénario petite chasse au stop qui nous crée notre divergence, etc. pour les traders de rallye contre tendance. Donc voilà, ça c'était pour les traders de rallye contre tendance. En tout cas en daily, je vois rien de plus à dire, on est toujours au sein de la battle zone. Si résolution baissière, on ira revisiter très probablement les mèches et la zone de rechargement et revenir chercher un petit peu ceux qui sont rentrés ici, donc voir si ici vraiment il y a vraiment un intérêt institutionnel, un intérêt des big boys, appelez ça comme vous voulez, ou les baleines comme vous aimez bien les appeler dans le marché crypto, qui défendent ce prix et se dire ok ici il y a vraiment des big boys qui ne sont pas prêts, ou des baleines hein, qui ne sont pas prêts à céder les 4500, 4700$, grosso modo 4004, 4007, et se dire ok on est potentiellement en train d'essayer d'instaurer le second creux dans cette zone pour essayer de nous faire le W weekly ensuite, donc ça ce sera à surveiller. Auquel cas, si ici on résout pas bear et qu'on résout bull, on surveillera très probablement la zone de rechargement de short. On ira rechercher la zone de rechargement de short, et ici, pour les vendeurs, on verra si les vendeurs sont motivés pour revendre ce marché. Et l'objectif des bears ensuite, c'est de garder cette dynamique baissière à moyen long terme. C'est-à-dire que si on trouve un top dans cette zone de rechargement, l'objectif des bears ce sera de garder cette dynamique baissière, hein, donc des M dans des M, à moyen long terme, tout simplement comme ceci, et de se dire ok est-ce qu'on n'est pas prêt à nous faire un nouveau M comme ceci et d'aller break les 3004 et ensuite les 3008 et ensuite pourquoi pas essayer d'aller break les 3000. Donc ça pourrait être l'objectif des bears. Donc ça ce serait dans le cadre d'un rallye contre tendance si on résout cette battle zone à la hausse. Donc voilà, je vois rien de plus à dire à ce niveau là, au niveau du Bitcoin en daily, vraiment je vois rien de plus à dire. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tout en daily, je dirais. Donc on va aller maintenant sur les spreads forward. Donc rappelez-vous, je vous disais que ici, si on perdait ce niveau, ou c'est sur Discord, je ne sais plus du tout, il me semble que c'était sur Discord. Sur Discord, j'expliquais que si à mon sens ici on perdait ce niveau, il n'y avait plus la possibilité d'instaurer un W ici sur les spreads, hein. Donc les spreads reprennent une dynamique baissière tout simplement, et ici on a perdu ce niveau, donc ce qui me montre que ici les spreads reprennent une dynamique baissière, et dans un mouvement baissier, vous voulez voir des spreads baissiers, baissés, et dans un mouvement haussier, vous voulez voir des spreads haussiers, tout simplement. Donc ici on peut voir que on a le prix qui baisse et maintenant on a les spreads qui ont l'air d'être en accord avec ce mouvement baissier. Ok, rappelez-vous aussi, lorsqu'on a des spreads qui divergent, c'est pas tellement healthy, ça nous montre que le mouvement n'est pas tellement sain. Et ici vous pouvez voir que le prix du Bitcoin montait. Par contre ça m'embête un petit peu. Donc le prix du Bitcoin montait, mais eux les spreads baissaient. Donc les spreads n'étaient pas en accord avec ce rebond. Donc ce qui est très généralement traduit un dead cat bounce. Donc ce qu'on aimerait bien voir par exemple, c'est le prix du Bitcoin baisser, et là nos spreads se dire non, les spreads montaient. On se dira ok les spreads ne soutiennent plus ce mouvement baissier, surtout dans la zone de rechargement, et là on se dira ok il se passe quelque chose. Si les spreads augmente mais que les prix baissent, on se dira ce mouvement n'est pas soutenu, et ça pourrait très probablement être un bear trap qui essaiera justement de structurer le second creux, le deuxième creux haussier de notre W weekly. Donc ça ce sera énormément à surveiller. Ok, le même constat sur Ethereum, hein, donc même là si c'est un brief dédié au Bitcoin on peut parler d'Ethereum très rapidement. Ethereum la même chose, un Ethereum qui monte, un Ethereum qui rebondit mais des spreads qui baissent, donc il nous montre que les spreads ne soutiennent pas ce mouvement, donc que ce mouvement n'est pas sain. Donc voilà, et on voit que automatiquement Ethereum recorrige très rapidement. La même chose sur LTC, des spreads qui ne suivent pas comparé à des prix qui eux sont haussiers, mais des spreads qui ne suivent pas, donc qui traduit très généralement un mouvement qui n'est pas sain, qui n'est pas soutenu par les spreads, donc qui n'est pas durable, tout simplement. Et au niveau du proxy sentiment, on voit que depuis le 24 mars, on se remet à structurer des W. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais on se remet à structurer des petits W, donc une petite dynamique haussière. Donc ici qui nous invite à penser que les capitaux se redirigent dans l'USDT. Et c'est pas ce qu'on veut voir dans un marché bull. Dans un marché bull, on veut voir des spreads baissés qui nous montrent que les capitaux quittent le Tether, donc l'USDT, pour aller dans le Bitcoin et dans les altcoins. Donc actuellement, on peut voir que les capitaux retournent dans l'USDT, donc c'est pas trop encourageant pour les bulls. Okay, donc on a des spreads qui sont baissiers, un proxy sentiment qui nous montre que les capitaux se dirigent plus dans l'USDT, donc
Voilà, pas très encourageant pour les bulls ici. Donc ça peut être amené à changer très rapidement, mais dans l'état, ça nous invite à penser que la dynamique pour le coup est baissière, et on verra si cette battle zone justement est résolue à la baisse. Mais en tout cas, nos spreads ici nous invitent à penser que ce mouvement baissier n'est pas fini, tant qu'on ne structure pas un petit W qui nous montrera que ça y est, les spreads ne soutiennent plus un mouvement baissier, et qu'on est potentiellement prêt à reprendre un mouvement haussier. Généralement, justement, dans les ranges, là je sais que je m'extrapole un peu, mais bon, c'est plein de contenu pédagogique et de mon expérience personnelle. Donc généralement, dans un range, qu'est-ce que fait le marché? Le prix monte, les spreads baissent, le prix baisse, les spreads montent. Donc voilà, les spreads sont très rarement en accord avec les mouvements de prix, et c'est ce qui traduit un range. Donc c'est ce qu'on verra. C'est-à-dire que si on a maintenant un prix qui continue de baisser, mais des spreads qui ne sont pas en accord, et ensuite un prix qui baisse et des spreads... un prix qui monte et des spreads qui baissent, on se dira, ok, bon, là c'est clairement un range, les spreads ne sont jamais en accord avec les mouvements, donc typique d'un range. Donc voilà, ce sera aussi à surveiller. Donc maintenant, on va parler des assets à risque et des risk-off. Donc au niveau des assets à risque, on peut voir que léger rebond au niveau des assets à risque, mais c'est pas suffisant. Rappelez-vous, les V-bottom permettent très rarement de poser des bottoms ou de reprendre des mouvements sains, donc d'inverser une dynamique. Donc ce qu'on aimerait bien voir à Wall Street, c'est de structurer un beau petit W qui nous dira ok, ça y est, on a probablement trouvé un bottom ici et on est prêt à retracer cette vague. Donc actuellement c'est pas le cas. Donc ce qui est probable actuellement, c'est d'avoir un dead cat bounce, et pour se dire ok, le bottom est ici, on a besoin de voir un petit W se dessiner. Pour l'instant c'est pas le cas. Le Bitcoin avait déjà fait un petit W ici qui ressemble quand même à un V, mais le W est ici, et ce qu'on attendrait du Bitcoin, c'est nous faire un W beaucoup plus propre. Donc voilà, c'est ce qu'on pourrait attendre du Bitcoin et du S&P. Le pétrole qui lui est en train d'aller chercher un nouveau plus bas, donc ce qu'on pourrait attendre aussi au niveau du pétrole, c'est un W qui se pose plus bas pour se dire ok, sur le pétrole on a un bottom. Pour l'instant c'est pas le cas. Et on voit que majoritairement les capitaux se dirigent plus dans les risk-off, donc dans nos bonds, dans le gold, dans le yen, gros rebond sur le yen, gros rebond sur le gold, gros rebond sur nos bonds, mais pas d'énormes rebonds sur nos risk-on. Donc quand les capitaux re-rentrent dans les marchés, ils vont plus quand même dans les risk-off. Et actuellement, ça nous montre que le Bitcoin n'est pas encore prêt de se comporter comme un risk-off, donc comme le gold. Le Bitcoin actuellement est encore, à mon sens, très corrélé aux assets à risque. Et dans cette petite, dans cette petite crise pandémique, on va dire, dans cette petite pandémie, on peut voir que le Bitcoin se catégorise plus comme un asset à risque pour le coup, et non comme un risk-off. Donc voilà, on peut se dire que Bitcoin, pour le coup, actuellement, il ne nous montre pas qu'il n'est pas prêt de se comporter comme un gold. Est-ce que ça changera à l'avenir? Potentiellement, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc d'ailleurs, on va en parler du S&P, je vous avais dit qu'on allait en parler. Donc rappelez-vous, juste avant, Bitcoin, rappelez-vous ici, vous voyez, Bitcoin, premier arrêt, on n'arrive pas à céder. Pour l'instant, on travaille le premier arrêt. Que nous fait le S&P? La même chose, le S&P nous fait un rebond premier arrêt. Donc est-ce que ici on est dans le cadre juste d'un dead cat bounce? Donc rappelez-vous, quand on ne casse pas le premier arrêt, très généralement c'est un dead cat bounce avant d'aller chercher un nouveau plus bas, parce que on estime que ce mouvement est un mouvement tendanciel baissier, et tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, on est dans un mouvement tendanciel baissier. Donc le but des bears, c'est d'aller casser à chaque fois les plus bas, donc d'aller faire de nouveaux plus bas, donc de pousser le marché plus bas. Donc on peut voir que le S&P, pour le moment, on n'arrive pas à casser son premier arrêt, ok? Donc si on est dans le cadre d'un V-bottom et qu'on n'arrive pas à structurer ce V en W, ça nous montrera que la dynamique est encore baissière, donc on ira chercher un nouveau plus bas. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer? Des targets de continuation baissière tout simplement. Donc ce qu'on pourrait voir, c'est simplement des nouvelles targets AB égale CD comme ceci, donc des nouveaux mouvements baissiers. Donc ici par exemple, pousser plus bas aux alentours des 2100 sats, je pourrais en prendre une ici de continuation baissière, donc hop comme ceci, pousser au 1900 sats si jamais ce V ici ne cède, donc si on n'arrive pas à transformer ce V en W, faire une nouvelle continuation baissière ici aux alentours des 1600 sats et venir chercher notre zone de rechargement, donc notre ratio doré, et au pire des cas, la plus grosse continuation baissière qu'on peut avoir, le plus gros mouvement harmonique, c'est tout simplement ici un AB égale CD qui pourrait nous ramener plus bas dans nos zones de rechargement aux alentours des 1400 points. Donc voilà. Donc si jamais ici notre V on n'arrive pas à le transformer en W, ça nous montrera qu'on a toujours une dynamique baissière, et ça pourrait emmener le Bitcoin faire la même chose. Parce que rappelez-vous, jusqu'à preuve du contraire, Bitcoin lui non plus n'arrive pas à casser son premier arrêt. Bitcoin, je repasse en weekly, mais Bitcoin ne cède pas son premier arrêt. Donc ici c'est toujours un mouvement tendanciel baissier, donc on est probablement dans le cadre d'un dead cat bounce tant qu'on n'arrive pas à casser ce premier arrêt. Et rappelez-vous, l'objectif ce serait d'aller chercher un nouveau plus bas. Donc à mon sens, si Bitcoin continue de se corréler au S&P et que le S&P n'arrive tout simplement pas à transformer ce V en W et qu'on va chercher un nouveau plus bas, potentiellement Bitcoin pourrait suivre et ça pourrait alimenter une panique. Donc des gens qui voient que Bitcoin continue de se corréler au S&P et des gens qui voient que le S&P dégueule, ça pourrait entraîner
de grosses ventes au spot et potentiellement engager un Bitcoin qui peut suivre le S&P et aller faire un nouveau plus bas aussi, ce qui pourrait alimenter une cassure des 3000. Parce que rappelez-vous, comme je vous le dis, pour moi au niveau de l'open interest n'est pas assez chargé pour initier un mouvement qui va casser les 3000. À mon sens, c'est pas intéressant pour les market makers d'aller casser un niveau aussi fort que les 3000$ avec un open interest qui est assez faible. Il n'y aura pas énormément de liquidation, c'est un mouvement qui va pas ramener énormément d'argent. Donc si jamais ça dégueule vraiment, ça vomit vraiment sur le S&P et que le Bitcoin se corrèle au S&P, bah ça veut dire que ça serait de grosses ventes massives très probablement au spot. Donc une panique très probablement. Donc voilà, à mon sens, Bitcoin et S&P, au niveau des phases de retracement, sont énormément corrélés. Bitcoin n'arrive pas à casser son premier arrêt, S&P n'arrive pas à casser son premier arrêt non plus. D'ailleurs je peux le tracer ici comme ceci. Je pense pas que ce sera suffisant pour le coup. Donc non voilà, mais on voit que le S&P n'arrive pas à casser son premier arrêt, et Bitcoin, si je fais ça aussi, bah Bitcoin lui non plus, hein. Le Bitcoin n'arrive pas à casser son premier arrêt non plus. Donc voilà, donc ici potentiellement dead cat bounce. Donc ce qu'on veut voir encore une fois, comme je vous le dis, c'est des W se dessiner sur le S&P et sur le Bitcoin pour nous dire ok, on est prêt à retracer plus haut, voire potentiellement de poser un bottom. Pour l'instant c'est pas le cas, donc à surveiller. Et si le S&P va faire un plus bas, est-ce que le Bitcoin va aussi aller faire un plus bas? C'est la question qu'on peut se poser, ok? Donc maintenant on va parler récession et au niveau de notre courbe des taux. Donc je sais, est-ce qu'actuellement on est en récession, oui ou non? Certains États commencent à dire que oui, on est en récession. On voit que les États-Unis essayent d'éviter ça au maximum. La planche à billets tourne au maximum. Ils sont encore en train d'imprimer des milliers de milliards. J'ai vu au G20, ça a parlé de 5000 milliards très récemment. Donc voilà, ils essayent d'injecter à mort dans l'économie pour qu'on ne puisse pas être en récession. Donc voilà, la définition d'une récession, comme on m'a dit en commentaire. Merci, je sais très bien. Donc c'est un ralentissement de l'économie. Tout simplement. Donc est-ce qu'actuellement, à cause du coronavirus, on a un ralentissement économique? Oui, par définition, oui, les gens ne vont pas travailler, l'économie ne tourne pas, donc oui, on a un ralentissement économique, donc on peut parler de récession. Cependant, l'économie américaine essaye d'éviter ça au maximum en imprimant, donc en faisant de l'injection monétaire, donc entre guillemets, d'injecter dans l'économie des milliers de milliards pour se dire, ok, non, on veut pas de récession, non, on fait tourner la planche à billets au maximum. Bon, c'est la stratégie des États-Unis depuis très longtemps. Et ils sont en train de le faire maintenant encore plus qu'avant. Donc est-ce que ça va empêcher une récession? Est-ce qu'actuellement on vit une récession? Bah la question, c'est compliqué d'y répondre. On a théoriquement une récession, oui, une économie qui ralentit parce que les gens ne vont plus travailler. Bah l'économie ralentit tout simplement, les gens sont confinés chez eux, mais la planche à billets tourne au maximum pour essayer de contrebalancer justement le fait que l'économie ne tourne plus ou tourne plus assez qu'avant, donc le fait d'une récession, d'une économie qui ralentit, mais la planche à billets est là pour éviter ce ralentissement économique. Donc maintenant on va parler purement de la courbe des taux. On m'avait fait la remarque que, regarde, en août, on avait eu très brièvement une inversion, rappelez-vous, une inversion des taux à très court terme et très long terme. Et on peut voir que en septembre on a vu cette inversion très court, hein, donc ça s'est fait sur du très court terme, ça a été très rapide, et on m'a fait cette remarque, donc moi je l'avais vu, mais j'ai pas trouvé ça très pertinent, parce que déjà ça s'est fait très rapidement, et surtout que ça s'est fait en été, là où nos big boys ne sont pas là, nos big boys sont en vacances, et quand ils sont rentrés de vacances en septembre, boum, direct, ils ont inversé la chose direct. Donc est-ce que ici ça a été le signal déclencheur de la récession? Parce que rappelez-vous, lorsque nos taux court terme s'inverse avec nos taux long terme, on estime qu'il y a un risque de récession à horizon de 6 mois. Qu'est-ce qu'on voit 6 mois après? Boum, on voit 6 mois après le coronavirus, etc. et des stocks qui se pètent la gueule. Et potentiellement une récession, puisque comme on l'a vu, les gens ne vont plus travailler et l'économie ralentit. Donc voilà, est-ce que ici on est dans la théorie du complot de ah là là, notre courbe des taux nous avait prévenu du coronavirus, machin truc, la récession, le coronavirus, etc. Bon, voilà, ça reste la théorie du complot, mais ce qu'on veut dire c'est que ok, potentiellement, ici la courbe des taux nous avait prévenu que 6 mois après il allait se passer quelque chose, la récession. Bon, est-ce que maintenant on est en récession? Comme j'ai dit, bon bah c'est compliqué de le dire, par définition on pourrait dire que oui, certains états commencent à le dire aussi, mais comme j'ai dit, la planche à billets n'hésite pas à imprimer, à injecter l'injection monétaire tout simplement pour éviter cette récession. Enfin bref. Au niveau de notre courbe des taux, actuellement, notre courbe des taux nous dit que tout est sain, nos taux long terme sont bien supérieurs à nos taux court terme, donc d'après notre courbe des taux, ici, pas de risque de récession. Si jamais on voit nos taux long terme, encore une fois, dégueuler, et nos taux court terme comme ceci monter, et là qu'on a vraiment une vraie inversion, et que ça évolue comme ceci pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, là on se dira, ok, non, clairement, récession, ok, d'accord, ok. Donc ça, ce sera à surveiller. Mais pour l'instant, au niveau de notre courbe des taux, pas de risque de récession, à part si le signal a été donné ici, il y a 6 mois en arrière. Ce qui ferait sens, ou ce qui ne ferait pas sens, ça dépend de vous, ok.
Donc voilà, ça je voulais juste clarifier là-dessus. Et d'ailleurs au niveau de la récession, de voir de Bitcoin comment on pourrait se comporter dans une grosse crise financière. Si au contraire il va continuer de se comporter comme un asset à risque, auquel cas ça serait très bearish pour Bitcoin, et on peut voir qu'à long terme, par exemple, si je passe en log, rappelez-vous, et que je vous montre le Bitcoin à long terme, si ici on est en train de structurer un méga M monthly qui pourrait être un M trimestriel, d'ailleurs ce brief est très très long, donc ici si on fait un M trimestriel, la dynamique à long terme sera baissière. Ce sera la première fois que Bitcoin nous fait un M trimestriel, et quand le marché de sourit, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent. Si de sourit à long terme comme ceci, ça pourrait entraîner un Bitcoin qui irait voir des prix beaucoup plus bas, sous 3000$. On peut aller voir en weekly, donc là on va vraiment entrer dans des termes techniques, hein. Mais en weekly il y a ce V-bottom ici qui n'a jamais été retesté, donc si on perd les 3000, à mon sens, ce serait très pertinent de revenir tester les 1800$, ce V-bottom qui n'a jamais été retesté. On peut voir aussi qu'il y a des V-bottom ici, hein, tout simplement des V-bottom aux alentours des 800, aux alentours des 800, 700$, et un dernier V-bottom ici avec une mèche très suspecte aux alentours des 500, 400$. Est-ce que le Bitcoin va aller à 500, 400$? J'en sais strictement rien. Est-ce que je suis là pour vous dire non, le Bitcoin n'ira jamais à 500$? Bien sûr que non. Si vous connaissez ma logique et mon mode de fonctionnement, je vous dis toujours que le marché est prêt à tout. Ok, le marché est prêt à tout le temps. Vous devez vous mettre en tête que le marché est tout le temps prêt à tout. Ok, si vous dites que non, Bitcoin ne peut pas aller à 1000$, Bitcoin ne peut pas aller à 2000, vous devez vous dire aussi que Bitcoin ne peut pas aller à 100 000. Ça marche dans les deux sens. Si vous dites ok, Bitcoin peut aller à 1000$, Bitcoin peut aller à 100 000. Ça va dans les deux sens. Si vous dites que Bitcoin ne peut pas aller à 1000$, dites-vous que Bitcoin ne peut pas aller à 100 000. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt à accepter A, vous n'êtes pas prêt à accepter B, théoriquement. Sinon ça vous crée un biais tout simplement, et les biais on n'en veut pas, on les dégage. Donc vous devez toujours vous dire, voilà, pour résumer, que Bitcoin, un marché est prêt à tout, et est prêt à toujours tout faire. Ok, donc est-ce qu'on va aller à 400$? J'en sais strictement rien. Je dis pas qu'on va aller à 400 ou à 500$, attention, hein, je préfère vraiment mettre le point là-dessus. Je vous dis que techniquement, il y a des raisons d'y aller. En tout cas, techniquement, on pourrait y aller. Pourquoi? Parce que V-bottom, parce que mesh, etc., etc. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien. Donc rappelez-vous, on avait utilisé Fibonacci en log tout simplement, et nous on avait remarqué, donc là c'est un brief très très long, je suis désolé, mais bon voilà, autant faire un brief très très long pour le coup. Donc on avait remarqué que si on place un Fibo en log, Bitcoin était sur son premier arrêt. Donc voilà, donc tant que le premier arrêt ne cède pas, ici on estime que c'est un mouvement tendanciel qui est toujours bullish, et que l'objectif c'est d'aller casser ce plus haut des 20 000$ et d'aller faire de nouveaux ATH, donc pourquoi pas aller à 30 000, 50 000, etc., etc. Cependant, si ce premier arrêt cède, on peut voir qu'on pourrait aller chercher notre zone de rechargement qui se trouve ici, entre les 900 et les 400$, et comme on peut le voir, la mèche avec le V se trouve dans notre zone de rechargement. Je dis pas qu'on va y aller, encore une fois, je dis que techniquement, voilà, potentiellement, on peut y aller. Je dis bien potentiellement, tout comme potentiellement, on peut aller à 100 000$, ok? Je suis pas en train de vous dire, encore une fois, je mets vraiment le doigt dessus, qu'on va aller à 400$, non, du tout. Je vous dis que techniquement, on pourrait y aller. Tout comme on pourrait aller à 100 000$, ok? Tout comme on pourrait revenir à 20 000$, ok? Donc voilà, donc ça c'était juste pour ça. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça, que techniquement, il y a des V-bottom, on pourrait revenir les tester. Donc ici, pourquoi je vous parle pas de ces mèches ici? Tout simplement parce qu'ici on a structuré un W, hein, donc ici ce V s'est transformé en W tout simplement, donc cette zone de prix à mon sens n'a pas besoin d'être révisitée. Ici on pourrait y revenir, comme j'ai dit, ici aussi, etc., etc. Donc on va revenir au niveau de la récession, voilà, j'allais m'y perdre, ou en tout cas au niveau d'une grosse crise financière par lequel le Bitcoin est impacté, le Bitcoin n'arrive pas à jouer son rôle de valeur refuge, à se comporter comme un gold par exemple, et la technique pourrait coller à l'économie entre guillemets. Vous allez comprendre, c'est-à-dire que si Bitcoin nous fait un M trimestriel et qu'on a une crise financière, et Bitcoin techniquement nous montrera qu'il nous fait un gros M, donc qu'il est prêt à nous voler notre argent, que la dynamique s'inverse à moyen terme, à long terme, donc on est prêt à aller revisiter des prix plus bas, et on pourrait être dans un contexte économique dans lequel on est en crise financière et le Bitcoin se comporte comme un asset à risque. Donc la technique pourrait tout simplement s'aligner avec le fondamental qui est une crise financière dans laquelle Bitcoin se comporte comme un asset à risque. Donc si jamais on a un M trimestriel et qu'on a une crise financière, n'espérez pas retrouver un Bitcoin à 100 000$ rapidement. Attendez-vous à plusieurs années si vous voulez retrouver un Bitcoin à 100 000$ par exemple. Ça voudrait juste dire que on passe dans un marché baissier potentiellement sur une échelle de trimestriel ou d'année. Donc potentiellement de voir un prix du Bitcoin baisser pendant 1 an ou 2 ans, par exemple. Ok, donc voilà, donc primordial pour les bulls de maintenir les 3000$ et primordial pour le Bitcoin en cas de crise financière de se décorréler des assets à risque et de nous montrer qu'il est prêt à se comporter comme un gold. Ok, donc voilà, mon message ici c'est
si la technique s'aligne, qu'on perd les 3000 et qu'on imprime ce gros M trimestriel et que derrière on a une crise financière, bah si la technique et le fondamental sont alignés, que Bitcoin se comporte comme un asset à risque, bon bah ce serait très bearish, hein, et bah, malheureusement on ira revisiter des prix plus bas, et comme je vous l'ai montré, techniquement il y a des V-bottom qui attendent plus bas, ok. Donc voilà, est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien, mais ça ce sera à surveiller encore une fois. Nous ce qu'on va voir pour se dire ok les bulles sont safe, bah c'est garder tout simplement les 3000 $ en vie et se dire que ok bon bah ce M, comme on l'a vu, ce M monthly, potentiel, hein, ici il n'est pas acté, il sera acté si on perd les 3000 $, et bah ici ce M monthly pourrait tout simplement être un méga W monthly, et là ce serait très bullish, tout simplement on maintient le premier arrêt, on fait un bon gros W monthly, et là bull market direction, qui sait, 50 000, 100 000, 200 000 $ pour un Bitcoin, qui sait, surtout si le dollar perd de sa valeur tout simplement. Voilà, donc voilà, ça c'était vraiment pour l'analyse à très long terme et faire la corrélation avec le monde économique, ok, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour le daily et pour le monthly, etc. Donc vraiment pour l'analyse à long terme, là je me suis vraiment perdu, mais bon, très gros brief, autant aller jusqu'au bout. Donc voilà, donc rappelez-vous, on a parlé des investisseurs, on a parlé des traders de rallye contre tendance, il nous manque les traders de continuation. Donc les traders de continuation, ok. Donc nos traders de continuation, ici, ils ont un setup de continuation haussière, tout simplement, qui targeterait les 8300 $, et comme on l'avait dessiné, pour le setup de continuation, on veut voir un creux, un second creux haussier, un troisième creux, chose qu'on est en train de dessiner ici. On avait déjà dessiné le premier creux, le second creux, donc est-ce que là on est en train de structurer notre troisième creux? Et pour nous, traders de continuation, ce qu'on aimerait bien voir, c'est un bien institutionnel, dans mon cas, qui redevient bullish avec une structure, donc un W ici, qui se fait ici pour structurer mon troisième creux. Et là, j'aurai mon entrée tout simplement pour jouer ce setup AB égale CD avec une target max à 8300 $, ce qui nous ferait revenir tout simplement, rappelez-vous, notre zone de rechargement, tout simplement ici. Voilà, hop, la zone de rechargement donc dans laquelle est targeté notre setup AB égale CD. Donc ça c'est le trade, le setup de continuation bullish. Maintenant il y a un setup de continuation bearish qui se met en place, qui est ici. Donc est-ce qu'on est en train de structurer ici notre premier sommet, notre deuxième sommet? Est-ce que notre troisième sommet a été donné ici? Comme je disais dans le Discord, ça dépend de vous. Donc le troisième sommet, la structure ici et le trade a été pris ici, hein. Donc le trade donnerait ça, par exemple, pour nos traders de continuation bear ici. Donc hop, l'entrée se fait ici. Le stop se met au-dessus du creux, du sommet ultime, pardon, et la target max. Comme on va targeter ça, hop, je vais cloner ça tout simplement. Non, je voulais pas cloner ça. Pour le coup, je vais changer de chart. Pour le coup, ça va moins surcharger. Vous allez très vite comprendre. Donc voilà. Donc je vais prendre Coinbase. Donc ici, hop, on trace tranquillement notre petit bot, hein, qui va nous montrer si on a bien la localisation entre les 0,33 et 0,66. Donc ici, pour moi, c'est OK. Hein, une petite mèche. Pour moi, ça me va. Donc on clone. On reporte au sommet ultime et on regarde où ça nous mène. Donc hop, on fait ça, setup AB égale CD, pour gérer notre risque. Ici, c'est pas des ratios de Fibonacci, hein, c'est juste pour gérer notre risque. Donc voilà. Ici, si on a notre sommet, donc notre premier sommet, second sommet, est-ce que pour vous ce troisième sommet est validé, qui vous structure votre M? Donc l'entrée se fait ici, tout simplement. Donc hop. Le stop se met au-dessus ici pour les traders de continuation et la target max se ferait à 2600 $, donc comme ceci. Ça dépend de vous. Ceux qui aiment les sommets un peu plus harmonieux, donc les structures un peu plus harmonieuses, donc avoir un troisième sommet plus harmonieux comme ceci par exemple, bah vous aimeriez voir un Bitcoin qui fait ça, qui vous structure hop, votre troisième sommet, et ici votre structure en M. Votre entrée est proche des 0,25, donc par exemple comme ceci. Votre stop est au-dessus du sommet ultime et votre target max ne change pas, c'est bien les 2600 $, et vous avez un risk reward proche de 3, donc entre 2,5 et 3. Donc à mon sens, qui est un bon risk reward pour mes setups AB égale CD, donc R2D2 comme nous on l'appelle. On aime bien avoir entre 2,5, enfin au minimum 2,5 de risk reward, voilà. Donc voilà, au minimum 2,5. Donc ça voilà, ici vous avez le setup de continuation baissier tout simplement. D'ailleurs on pourrait même imaginer celui-ci. Pour le coup, donc hop, je vais le cloner et lui il nous target aux alentours des, comme ceci, il nous target aux alentours, donc lui c'est plus bas aux alentours des 1600 $. Donc voilà, ça dépend de quel mouvement vous souhaitez prendre. Personnellement je trouve ça plus réaliste les 2006, mais qui sait, est-ce que le Bitcoin va aller à 1600? Si ce setup se déclenche, bah personne, qui sait, personne, encore une fois. Ici vous tradez juste un setup, ça ne vous dit pas ce que va faire le Bitcoin, et encore une fois le trading ce n'est pas de lire l'avenir, c'est de trouver des conditions de marché qui vous permettent d'appuyer sur le bouton buy ou sell de façon rationnelle, tout simplement. Donc voilà, ça c'est le setup de continuation baissier.
Et comme on l'a vu ici, c'est le setup de continuation haussier, ici qui nous ramènerait sur les 8003 et le setup de continuation baissier qui nous ramènerait sur les 2006. Donc on a vu les trois types, donc à mon sens, les trois types de traders, les investisseurs, les traders de rallye contre-tendance et les traders de continuation, donc de suivi de tendance tout simplement. Donc setup de continuation, setup AB égale CD, setup de counter and rally, mining setup, et les investisseurs, donc W weekly, qui est dans mon sens ma stratégie à moi d'acheter des W weekly, et les traders de DCA, enfin les investisseurs qui ont la stratégie DCA, donc stratégie d'investissement basée sur le dollar cost averaging, ce que je vous ai expliqué en début de brief. Donc voilà, donc on a vu les trois types de traders, les investisseurs, les traders de rallye contre tendance et les traders de continuation. Donc voilà, les setups se mettent en place, ici continuation bull, comme on l'a vu, continuation bear juste avant. Donc voilà, je vois vraiment rien de plus à dire. On peut aller jeter un petit coup d'œil pour le coup sur la charte inversée, comme on aime bien le faire. On va aller le faire. Donc ici, rappelez-vous, ici pour nous, ce M avait été dessiné, ce qui nous invite à penser qu'on essaye de retrouver une dynamique baissière. Donc voilà, une dynamique baissière tout simplement. Une dynamique baissière, donc au final ce serait une dynamique haussière sur le prix du Bitcoin, parce que rappelez-vous ici c'est une charte inversée, donc si le prix descend, le prix monte, le prix du Bitcoin monte réellement. Donc voilà, donc ici est-ce qu'on est dans le cadre d'une dynamique baissière, ou est-ce qu'on va inverser très rapidement cette dynamique baissière avec un W ici, et se dire ok potentiellement le Bitcoin est prêt à aller chercher plus bas que les 3008, donc ici plus haut. Donc ici c'est la question qu'on peut se poser tout simplement. Voilà. Rappelez-vous derrière un break de trendline, on va voir un W se mettre en place, donc ici ça serait bon signe pour les bulls, hein, si on arrive à instaurer un W ici, donc au final un M sur le prix du Bitcoin réellement, tout simplement. Donc voilà, ici c'est une charte inversée, donc si on fait un W, c'est que sur le prix du Bitcoin on fait un M, donc c'est que c'est bear, tout simplement. Ou est-ce que ce W, on va l'imprimer plus bas, par exemple dans la zone de rechargement, nous faire le W de l'autre côté de la trendline dans la zone de rechargement, par exemple. Donc ça, ce sera à surveiller. Donc ici, est-ce que au niveau de cette charte inversée, vous voulez acheter ou vendre? Ça, c'est la question que vous pouvez vous poser. Donc voilà, ça peut vous changer vos biais, donc n'hésitez pas de temps en temps de checker un petit peu la charte inversée. Certains ici peuvent y voir un bull flag, hein, donc tout simplement si je le trace comme ceci, je vais essayer de vous tracer ça bien. Donc voilà, certains peuvent y voir un bull flag, ça dépend de vous. Personnellement, je n'aime pas quand la consolidation dépasse plus de 21 jours. Donc ici, on n'est pas encore au niveau de 21 jours, donc ça pourrait être un bull flag valide, donc au final un bear flag sur le vrai cours. Donc ça dépend de vous. Personnellement, je n'utilise pas les figures chartistes, je n'utilise pas, mais bon, si ça en intéresse certains, au niveau de la charte inversée, vous pouvez voir un bull flag, donc au final un bear flag, donc ce qui serait une continuation baissière ici, donc sur la charte inversée, une continuation haussière, donc voir un prix du Bitcoin baisser encore une fois, parce que je le répète, vu que c'est une charte inversée, si vous voyez le prix du Bitcoin monter, c'est que le prix du Bitcoin baisse sur une charte normale, donc voilà, juste voir le prix du Bitcoin baisser. Donc voilà, donc je vais juste faire le bilan, expliquer très rapidement, résumer, donc tant qu'on est au sein de la battle zone, je pense qu'il se passera rien. Si on perd la battle zone, on perdra le creux ultime, donc plus de setup de continuation haussier pour les bulls ici, hein, tout simplement, donc plus de setup de continuation bull ici possible pour nos bulls, et on reviendra très probablement chercher la zone de rechargement qui se trouve ici pour le coup, que je vais dessiner en daily. Hop, donc je vais la dessiner et je vais la laisser pour les prochains briefs. Donc ici tout simplement, hop, je trace mon Fibo, je prends cette zone, Fibs, et la zone de rechargement se trouve ici. Donc comme je le dis, si on casse à la baisse notre battle zone, on ira très probablement revenir chercher la zone de rechargement, zone dans laquelle, rappelez-vous, nos big boys se sont majoritairement positionnés pour nous. Ici, vous voyez ce gros delta positif avec ce gros volume. Ici, on est resté très peu de temps, mais il y a eu énormément de volume échangé ici. Donc, ce qui m'invite à penser que nos big boys sont positionnés ici, tout simplement. D'ailleurs, on va faire un petit peu d'order flow sur du plus court terme. Je vais repasser en 4 heures. Hop, comme ceci. On peut voir qu'au niveau du delta, nos bears sont majoritairement positionnés ici. Vous voyez, ici on a un gros delta de short, donc nos bears, un point de contrôle d'ailleurs short ici. Donc nos bears sont majoritairement positionnés ici, donc nos bears sont safe, hein, en mon sens, tant qu'on ne revient pas plus haut des 6600$, nos bears ne seront pas underwater, n'auront pas la tête sous l'eau. Donc nos bears seront safe, donc pourront pousser le prix plus bas sans trop de problème. On peut voir aussi qu'il y a un gros creux au niveau du volume profile, donc on pourrait revenir retravailler cette zone. Et comme on le voit aussi ici, il y a un gros creux au niveau du volume profile, donc ne soyez pas étonné que le Bitcoin puisse revenir faire du business dans cette zone entre les 6000 et 5400$. Donc au niveau de l'order flow, on pourrait se dire ok, nos bears sont aussi majoritairement positionnés aux alentours des 6002 et commencent à majoritairement se positionner ici environ aux alentours des 6000.
Donc voilà, et il y avait beaucoup de bears aussi ici qui sont trap actuellement, ce qu'on peut voir aux alentours des 5008. Et on voit que s'il y a un gros creux, donc si jamais on perd cette zone, ça pourrait aller très rapidement rechercher la prochaine zone, hein, aux alentours des 5004, donc au final résoudre notre battle zone à la baisse tout simplement. Et d'ailleurs on va parler aussi un petit peu d'order flow une dernière fois, donc on peut voir que sur BitMEX, les stops sont tout simplement positionnés où, sous ces creux-là. Donc on pourrait se dire que potentiellement la stratégie pour emmerder un petit peu les bulls, ça pourrait être d'aller chercher ces stops ici et de se servir de toute cette liquidité ici pour aller la pousser dans la zone de rechargement et permettre à nos big boys de pouvoir récupérer cette liquidité et d'accumuler du long ici. Voilà, c'est ce qu'on pourrait se dire. Donc voilà, donc là on a vraiment tout vu. On a vu l'order flow, on a vu voilà, on a vu l'order flow, on a vu les investisseurs, les traders contre-tendance, les traders de continuation, on a vu ce que pourraient faire les market makers pour récupérer la liquidité. On a un petit peu parlé de l'économie, on a un petit peu parlé de la technique à plus long terme, comme vous l'avez vu juste avant, en monthly, en échelle trimestrielle. Donc voilà, on a un petit peu tout vu pour le coup sur le BTC. Alors on a un petit peu tout vu, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Discord, hein, donc le lien est en description et dans les commentaires, il est épinglé en commentaire, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça ferait énormément plaisir, et aussi comme ça vous êtes notifié de tous les briefs, hein, qui sortent du lundi au vendredi. Si le marché ne bouge pas, il y aura moins de briefs, au minimum lundi, mardi, vendredi. Si le marché ne bouge pas, lundi, mardi, vendredi, et si le marché bouge toute la semaine comme d'habitude, ça change pas. Donc voilà, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, si ça vous a plu, ça aide au développement de la chaîne tout simplement. Donc voilà, moi je vous souhaite un excellent début de semaine. Voilà, faites très attention à vous, encore une fois je vous le répéterai tout le temps en fin de brief, et je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao tout le monde.